messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'information de ce jeudi 18 mai 2017. En République centrafricaine, en plus de Bangassou, la ville de Bria a elle aussi subi les conséquences de récents affrontements. Au moins 5 civils sont morts depuis lundi. Le procès de la compagnie ferroviaire camerounaise Camrail est de nouveau reporté à vendredi. Elle est jugée pour le déraillement mortel d'octobre 2016 près d'Esseka. Et enfin, 25 corps de mineurs illégaux ont été découverts au centre de l'Afrique du Sud. Les recherches d'autres cadavres possibles se poursuivent. Bonsoir à tous. Nous vous parlions hier d'un rapport des Nations Unies sur la situation à Bangassou, en République centrafricaine, suite à la récente vague de violences meurtrières. Eh bien, une nouvelle ville centrafricaine a elle aussi subi les conséquences de récents affrontements. À Bria, une ville minière du nord du pays, la MINUSCA déplore depuis lundi la mort de 5 civils et les blessures de 29 autres. Des sources religieuses sur place font-elles état d'un bilan beaucoup plus lourd. Tout serait parti du désarmement par un groupe de combattants ex-Seleka présumés de 2 miliciens anti-Balaka en plein centre-ville. L'opération ressentie comme de la provocation aurait dégénéré en échange de tirs et plusieurs maisons auraient été incendiées. Une intervention des casques bleus de la MINUSCA a permis d'arrêter les tirs. De nombreux habitants ont fui les environs pour se réfugier à la mission catholique, ainsi que dans un site de déplacés près du camp des soldats de l'ONU. Certains habitants de Bria estiment que les violences dans leur ville sont la conséquence de l'attaque d'un quartier de Bangassou à majorité musulmane qui a eu lieu les 12 et 13 mai derniers. 79 personnes sont mortes le 21 octobre 2016 dans un grave accident de train près de la gare d'Esseka au Cameroun, faisant aussi au moins 550 blessés. C'est hier mercredi que devait s'ouvrir à Douala le procès de la Camrail, la société en charge du transport ferroviaire au Cameroun, une filiale du groupe français Bolloré. Initialement prévu de commencer lundi, le procès avait déjà été reporté à cause de l'indisponibilité du juge désigné. Finalement, c'est vendredi 19 mai qu'il aura lieu. Plusieurs rapports avaient mis en avant des défaillances de sécurité après le déraillement du train qui devait relier Yaoundé à Douala. Une enquête judiciaire avait alors été ouverte au Cameroun, puis une information judiciaire avait été requise le 11 avril par le parquet de Créteil, en France, après le dépôt d'une plainte contre X de familles de victimes qui habitaient dans le pays. Une plainte notamment pour homicide volontaire. 4 jours après la catastrophe ferroviaire d'Esseka, un haut responsable de l'entreprise Bolloré, qui contrôle Camrail à 77,4%, avait admis que le train, qui était bondé, circulait tout de même à une vitesse, je cite, anormalement élevée. Maintenant, s'il n'y a pas de personnes vivantes, il n'y a pas de corps, pas de macabées, mais il subsiste des restes dans les morgues, nous demandons qu'il soit procédé à l'identification de ces restes-là par procédure d'ADN, comme on l'a vu dans les sinistres de Kenya Airways, et pour remettre les restes aux familles pour qu'elles puissent procéder, n'est-ce pas, au deuil. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de personnes vivantes, nous demandons à la limite qu'on remette les actes d'état civil comme les actes de décès, les certificats déjà de mort, pour qu'on clôture juridiquement le deuil et que les familles des disparus puissent passer à autre chose. Demande là. Vous comprenez très bien que toutes ces demandes qui sont faites ne peuvent pas être du ressort de Camrail et ne peuvent même pas être examinées par le juge des référés qui a été saisi parce que c'est une règle de procédure. Le juge des référés ne peut pas préjudicier au principal. Nous avons produit des conclusions. Quelle est la teneur de ces conclusions? Ces conclusions elles tiennent en 3 points essentiels. L'incompétence du juge des référés, l'irrecevabilité de l'action et surtout l'impossibilité même matérielle et juridique pour Camrail d'exécuter les demandes qui sont faites par ces personnes. Toujours en Afrique centrale, les magistrats du Gabon sont de nouveau en grève. Le syndicat national de la profession a annoncé ce jeudi la reprise du mouvement de grève générale qui avait été suspendu depuis un trimestre. Les revendications des grévistes concernent une amélioration des conditions de travail. Les magistrats gabonais dénoncent aussi la vétusté des bâtiments qui abritent les services provinciaux. Le syndicat des magistrats affirme qu'il n'y aura pas d'audience tant que le gouvernement ne répondra pas favorablement à leurs demandes. En attendant, un service minimum a été instauré dans les tribunaux. Restons au Gabon. De ce jeudi 18 au vendredi 19 mai, la capitale gabonaise Libreville accueille un colloque sur les afrodescendants. Sur le thème « Afrique, ma terre première », son but est de réfléchir sur le rôle que l'Afrique bantoue et sa descendance doivent jouer dans la construction d'un monde meilleur.
La rencontre commémore aussi la douloureuse histoire de la traite atlantique. Elle s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024, une initiative proclamée par les Nations Unies pour reconnaître les descendants d'esclaves dans le monde entier comme un groupe, je cite, dont les droits humains doivent être promus et protégés. Selon la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon, les afrodescendants sont 300 millions dans le monde. Le colloque gabonais, organisé par le Centre international des civilisations bantoues de Libreville, se tient notamment en présence de l'historien congolais Elikia Mbokolo, mais aussi de l'écrivain guinéen Tierno Monenembo, auteur d'une œuvre saluée par la critique et couronnée en 2008 en France par le prestigieux prix Renaudot. Direction l'Afrique de l'Ouest à présent. Au Nigeria, une nouvelle fille enlevée à Chibok en avril 2014 vient d'échapper des mains de Boko Haram. On ne connaît pas officiellement les détails autour de la libération de la jeune fille, ni son identité. Le conseiller en communication du président Buhari a juste révélé que l'adolescente a été retrouvée par des militaires nigérians alors qu'elle fuyait ses ravisseurs. Sur son compte Twitter, un collaborateur du vice-président Yemi Osinbajo a cependant déclaré que la jeune fille s'appellerait Mariam Mohamed Issa et serait âgée de 15 ans. L'ancienne captive a été conduite à Abuja. Elle y rejoint la centaine d'autres filles libérées du groupe djihadiste Boko Haram. Elle suivra elle aussi un programme de déradicalisation et de réintégration dans la société. Les jeunes filles enlevées il y a plus de 3 ans à Chibok ne sont pas les seuls enfants victimes de Boko Haram. Ils sont de plus en plus nombreux à être enlevés par le groupe islamiste nigérian, notamment pour mener des attentats suicides. Quant à ceux qui ont pu être libérés, ils sont parfois retenus prisonniers par des armées du lac Tchad qui cherchent à obtenir des informations sur le conflit. Reportage sur ces victimes oubliées du conflit de Boko Haram. Dans le parc d'attractions de Maiduguri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans. Il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés, ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha. Mariée de force à un combattant, elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Il nous demandait de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Il disait que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes. Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle ils considèrent que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés. Refermons ce chapitre avec cette annonce de Transparency International. Un rapport de l'ONG rendu public ce jeudi dénonce la corruption des chefs militaires nigérians comme responsable de l'affaiblissement des efforts de lutte contre Boko Haram. Le communiqué de Transparency International mentionne des responsables militaires corrompus qui auraient bénéficié du conflit contre le groupe djihadiste par la création de faux contrats de défense et dont les produits seraient souvent blanchis à l'étranger, au Royaume-Uni ou aux États-Unis et ailleurs. L'ONG conseille au Nigeria de rendre son budget de défense et ses systèmes de passation des marchés plus transparents. Une manière de s'assurer que les contrats ne sont pas gonflés ou que les entreprises ne peuvent pas cacher leurs véritables bénéficiaires. L'année dernière, le vice-président du Nigeria avait dénoncé le vol, sous le précédent gouvernement, d'environ 15 milliards de dollars à la bourse publique grâce à des accords frauduleux d'approvisionnement en armes. Cela représentait plus de 8 850 milliards de francs CFA ou 13 milliards et demi d'euros.
Première visite au Mali depuis sa prise de fonction pour le nouveau chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix s'est rendu dans le pays mardi. Lors de sa visite de plusieurs jours, le diplomate onusien a notamment eu des entretiens avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que son premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Mercredi, Jean-Pierre Lacroix a annoncé le déploiement prochain dans le centre du Mali d'une force d'intervention rapide, composée de casques bleus sénégalais. Depuis 2015, les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se sont multipliées dans cette région. Ce renfort vise à pallier le manque de capacité de la mission des Nations Unies au Mali, décrite par M. Lacroix. Cette force de l'ONU, la MINUSMA, compte un peu plus de 12 000 militaires et policiers déployés au Mali depuis juillet 2013. 70 casques bleus sont morts à cause de l'insurrection islamiste qui fragilise le pays depuis 2012. Jean-Pierre Lacroix est également revenu sur l'accord de paix signé en 2015 et censé isoler définitivement les djihadistes, mais qui n'a pourtant pas freiné la propagation des attaques dans le centre et dans le sud du pays depuis cette époque. La situation au Mali, que vous connaissez évidemment parfaitement, mais qui est caractérisée par la persistance de défis en matière de sécurité, voire même dans certaines régions, je pense au centre du Mali, un accroissement des défis sécuritaires, qui est caractérisé sur le plan politique par la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est un processus qui évolue lentement, trop lentement sans doute. Il y a une appréciation des progrès réalisés dans des domaines comme la mise en place des autorités intérimaires au nord, le début des patrouilles mixtes, la tenue de la conférence d'entente nationale, avec les perspectives que cela ouvre et qui méritent d'être poursuivies et amplifiées dans différents domaines. Nous avons parlé de ce que peut faire la MINUSMA pour se renforcer, pour mieux appliquer son mandat. Son mandat, vous le savez, il est robuste, mais malgré tous les efforts qui ont été faits, il y a encore des manques en matière de capacité. Nous avons bon espoir que prochainement un certain nombre de renforts arriveront qui permettront de pallier ces manques et de donner à la MINUSMA en matière sécuritaire les moyens dont elle a besoin pour mieux assurer ses missions. Alafia est une organisation non gouvernementale créée aux États-Unis par des Togolais et implantée au centre du Togo. L'ONG est devenue une entreprise sociale spécialisée dans la transformation des graines de karité, la production d'huile de coco, de savon noir, de poudre de baobab ou encore de tissage de paniers. Alafia, qui diversifie ses actions, a reçu pour la première fois la visite de personnalités togolaises et étrangères. Reportage de notre correspondant Noël Tadénion. Des femmes à pied d'œuvre pour la transformation des graines de karité en vue d'en ressortir des matières premières. Ces dernières serviront dans la production de différents produits cosmétiques, notamment savon, lait de corps, shampoing. Nous sommes à Sokodé, ville située à 300 km au nord de Lomé. Nous sommes au centre Alafia. Alafia est une organisation non gouvernementale créée depuis 2003 aux États-Unis, puis installée au Togo. Elle s'est inscrite dans une dynamique de développement des communautés par ces mêmes communautés à travers la mise en valeur de leurs ressources locales. L'objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'égalité des genres. Et les actions de l'ONG s'étendent à l'éducation et surtout à la santé maternelle. Au niveau du volet santé, nous prenons en charge les femmes enceintes démunies, mais aussi les femmes excisées. Et tout le travail qui se fait, c'est de commencer déjà à les identifier. Et ensuite, par rapport à leur prise en charge, on commence par tout ce qui est consultation jusqu'à l'accouchement. Donc tout ce qui est consultation est pris en charge de manière au niveau financier, bien sûr, par Alafia. Mais aussi, nous organisons des séances de sensibilisation sur la prise en charge de leurs nouveau-nés, mais aussi tout ce qui est planning familial. Et pour la première fois, le centre reçoit la visite de deux personnalités de haut rang. La ministre togolaise du développement à la base et l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Ils sont venus constater eux-mêmes ce qui se fait au sein de cette ONG.
c'est toujours une expérience avec beaucoup d'émotions, très émouvant de venir ici à la Biep, de voir le travail excellent que vous faites ici. L'ONG à laquelle compte à ce jour 672 employés et collabore avec plus de 11 000 collecteurs et producteurs dans plusieurs zones d'intervention au Togo et au Ghana. Direction l'Afrique australe. Des médias d'Afrique du Sud ont annoncé mercredi la découverte de 25 corps de mineurs illégaux au centre du pays. Les dépouilles ont été retirées depuis lundi d'une mine près de Welcome, dans la province du Free State. Elles pourraient être celles de mineurs originaires des pays pauvres voisins, comme le Zimbabwe ou le Mozambique. Les recherches d'autres victimes, toujours ensevelies, se poursuivent. Les 25 corps ont été découverts après une explosion qui s'est produite la semaine dernière dans une mine d'or abandonnée. De nombreuses mines anciennes sont fouillées illégalement par des personnes pauvres qui vendent au marché noir le peu d'or qu'ils trouvent pour tenter de survivre. La plupart des cadavres retrouvés n'ont pas encore pu être identifiés. Dans le sous-sol de cette zone d'Afrique du Nord, la richesse, c'est le pétrole, mais pas pour tout le monde. C'est pour protester contre une répartition inégale de cette manne financière que les habitants de la région tunisienne d'El Kamour, à une centaine de kilomètres de Tataouine, organisent un sit-in depuis plus d'un mois. Des tentes ont été montées près d'une installation pétrolifère, d'où les manifestants tentent d'attirer l'attention des autorités tunisiennes. Ils demandent de meilleures retombées financières de l'exploitation pétrolière en faveur de la région. Ils souhaitent aussi que les emplois dans les sociétés pétrolières soient donnés en priorité aux habitants de la zone. Le sit-in se poursuit en marge de l'ouverture de négociations entre le gouvernement tunisien et les manifestants. Le tourisme tunisien, quant à lui, reprend doucement du poil de la bête. Après des années de crise, l'île emblématique du tourisme balnéaire de Djerba voit poindre le début d'une éclaircie. Ce secteur clé de l'économie tunisienne avait souffert de l'instabilité post-révolution de 2011, puis de la série d'attaques djihadistes de 2015 et 2016, et dans laquelle 59 touristes étaient morts. Un an et demi plus tard, même si l'état d'urgence a de nouveau été prolongé, les autorités se veulent rassurantes. La sécurité est désormais maîtrisée en Tunisie. Lors du pèlerinage juif de la Griba le week-end dernier, et qui marque traditionnellement le début de la saison estivale à Djerba, la ministre du Tourisme avait déclaré que la croissance du secteur avait été de l'ordre de 34% en un an sur le premier trimestre de l'année, un très bon signe, selon Selma Eloumi. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, lui aussi présent à la Griba, avait ajouté, je cite, « La Tunisie est un pays sûr. Les chiffres du tourisme sont prometteurs. » L'optimisme des autorités tunisiennes est partagé par les touristes, mais aussi par les professionnels du secteur. Mais malgré cette éclaircie, les directeurs d'hôtels à Djerba veulent rester vigilants. Ils n'ont pas oublié les difficultés des 2 dernières années. Il y a un travail important qui a été fait sur la sécurité. Il y a une croissance du 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui supérieure à 40% pour justement les touristes français, mais en moyenne, venant d'Europe, il y a une croissance de l'ordre de 34%. On sent la reprise, on la sent, c'est plus des frémissements. On s'équipe en caméras de surveillance, en infrarouge sur les clôtures latérales, etc. Sur la présence accrue d'agents de sécurité. Nous, par exemple, on a dû faire appel à une société de surveillance et de gardiennage. On se sent en sécurité. C'est vrai que quelque part, on entend des fois l'hélicoptère. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet quelque part. Et non, parce qu'on parle avec les autres. On est quand même en sécurité. C'est vrai que le tourisme revient un peu plus en moins. Mais il y a toujours des petits problèmes parce que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, on attend encore un peu. Et Inch'Allah, ça va, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Inch'Allah, ça va revenir d'ici 2-3 ans. Le tourisme en Tunisie et l'écotourisme au Maroc. À quelques encablures des hordes de touristes qui déferlent chaque année sur cette côte de la Méditerranée, le parc national d'Al Hoceima est un trésor caché en plein cœur du Rif, cette région nord-marocaine. Cet écrin de nature souhaite sauvegarder sa biodiversité, riche mais fragile. Pour ce faire, il veut privilégier un écotourisme responsable. Les eaux poissonneuses de ce parc créé en 2004 regorgent de dauphins, de raies et de mérous sur des fonds parsemés de corail rouge. Et Al Hoceima compte l'une des plus grandes concentrations au monde de balbuzards, des rapaces piscivores en danger de disparition.
Mais plusieurs menaces pèsent sur cet écosystème fragile. La surfréquentation humaine avec ses déchets et ses nuisances. Et pour la partie mer, le fléau, c'est la pêche à la dynamite, la chasse sous-marine ou encore le chalutage illégal. Une ONG a tout de même sensibilisé 700 pêcheurs artisanaux locaux à la protection des ressources. Le paysage d'Al Hoceima fait penser au célèbre Calanque de Marseille, dans le sud de la France. Mais pour les acteurs impliqués dans la conservation du parc, Al Hoceima est bien plus spectaculaire. Avec ses 48 000 hectares, ses villages berbères sur terre et sa façade maritime encadrée de roches à pic et d'eau turquoise immaculée, pas étonnant que ce soit l'un des lieux de villégiature du roi Mohamed VI l'été. Déjà, sa particularité, c'est qu'il est représenté par des falaises qui sont très élevées par rapport au pourtour méditerranéen. On note que c'est les falaises les plus élevées de toutes les falaises qui donnent sur la partie marine de la Méditerranée, au niveau du pourtour méditerranéen. Et certaines falaises qui arrivent jusqu'à 600 mètres d'altitude. Il y a quand même des menaces qui sont d'actualité, tel le chalutage dans les zones peu profondes, qui est illégal. Aussi l'utilisation de la dynamite par les falaises. Même si maintenant notre action a pu réduire cet impact, c'est vrai que ce parc a une résilience très importante parce que la preuve en est que quand on a vraiment réduit une des menaces les plus importantes qui était la pêche à la dynamite, les pêcheurs étaient surpris que le stock de halieutique a été restauré. À l'international, l'événement culturel du moment, c'est le Festival de Cannes. Le grand rendez-vous du cinéma s'est ouvert mercredi dans le sud de la France. Pour cette 70e édition du festival, c'est le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar qui préside le jury, qui aura la lourde tâche de sélectionner la Palme d'Or parmi les 19 films internationaux en compétition. L'ensemble des 9 juges a monté les fameuses marches du Palais des Festivals, parmi eux l'acteur américain Will Smith, rayonnant et joueur aux côtés de la Française Agnès Jaoui, puis de l'actrice américaine Jessica Chastain. Même pour cette 70e année, la recette gagnante reste respectée. Tapis rouge, photographes et stars en tenue spectaculaire venus du monde entier. Pour cette première soirée du Festival de Cannes 2017, les fondateurs de l'événement ont été mis à l'honneur à l'occasion d'un dîner gala qui a réuni 600 convives. Le film qui a fait l'ouverture du festival est Les Fantômes d'Ismaël, réalisé par Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. L'industrie du cinéma s'est beaucoup transformée avec la technologie et l'apparition de plateformes comme Netflix, dont 2 films sont pour la première fois en compétition officielle à Cannes. L'occasion d'un débat qui a partagé certains membres du jury. Les nouvelles plateformes doivent assumer et accepter les règles du jeu déjà existantes, qui impliquent de respecter les canaux actuels des différents formats de distribution, ainsi que les obligations qui régissent actuellement la distribution en Europe. D'un autre côté, en ce qui me concerne, ce serait un énorme paradoxe que la Palme d'Or de ce festival de Cannes ou n'importe quel autre prix ne puisse pas être vu en salle. De chez moi, je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Dans ma maison, Netflix n'a eu aucun effet sur ce que mes enfants vont regarder au cinéma. Ils vont au cinéma pour être émus devant certaines images, et il y a des films qu'ils préfèrent voir à la maison. West Philadelphia est loin de Cannes. Et quand vous entendez le Festival de Cannes, c'est le prestige ultime dans le cinéma. Je suis donc impatient d'être là, plus que tout, pour apprendre. Lorsque des artistes de haut niveau se retrouvent au même endroit, vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous ne savez jamais ce qui va se créer. Et rien que les conversations et les rencontres, je suis vraiment ici pour moi-même. Et retour en Afrique pour refermer ce journal avec du football. La Fédération camerounaise de football a dévoilé mercredi une liste de 30 joueurs présélectionnés par Hugo Bross pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2019 et avant cela la Coupe des Confédérations de la FIFA en Russie à partir du 17 juin 2017. Quelques surprises dans cette annonce des joueurs de la sélection nationale masculine A, notamment les préconvocations de 4 nouveaux Lions indomptables, mais aussi les absences des attaquants Clinton Ndiaye et Eric Maxime Choupo-Moting. Ndiaye, qui joue à l'Olympique de Marseille, était pourtant présent à la CAN en début d'année. Absent, lui, du Gabon en janvier, l'attaquant Eric Choupo-Moting avait tout de même brièvement participé au stage de Bruxelles fin mars. Parmi les joueurs convoqués par le sélectionneur Hugo Bross, quelques nouveaux, peu connus, le défenseur Jean-Louis Castelletto, le milieu de terrain Petrus Boumal et les attaquants Olivier Boumal et Jean-Pierre Nsamé.
La liste finale des joueurs retenus sera dévoilée fin mai. Football également au Ghana où le nouveau sélectionneur James Kwesi Appiah a pris officiellement ses fonctions mardi. L'événement s'est déroulé lors d'une cérémonie de présentation à la presse nationale organisée par la fédération ghanéenne. Le technicien âgé de 56 ans a été nommé en avril pour 2 ans. Il reprend la sélection qu'il avait déjà dirigée de 2012 à 2014 à l'Israélien Avram Grant, qui lui avait succédé après la contre-performance des Black Stars au Mondial 2014 du Brésil, où ils avaient été éliminés dès le premier tour. James Kwesi Appiah sera assisté uniquement d'autres techniciens locaux. Les anciens internationaux Ibrahim Tanko et Maxwell Konadu. 2 autres anciens internationaux l'assisteront aussi, Richard Kingson pour l'entraînement des gardiens de but et Stephen Appiah qui fera office de directeur technique. Les Black Stars affronteront l'Éthiopie le 9 juin pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du Cameroun. Le sélectionneur ghanéen dirigera aussi la sélection A' pour le dernier tour des qualifications au championnat d'Afrique des Nations 2018, réservé aux joueurs locaux. Ce sera en août prochain face au Burkina Faso. Durant mon règne, je ferai de mon mieux pour m'assurer que le Ghana ait une équipe, pas seulement pour aujourd'hui ni pour 3 ans, mais une équipe pour les 10 prochaines années. C'est mon ambition, même si je suis en poste pour 1 mois ou pour 1 an. Je veux mettre quelque chose en place. L'ancien sélectionneur Avram Grant avait commencé, mais d'un autre côté, comment allons-nous continuer ce projet qui a été lancé? Je crois donc que chaque Ghanéen devrait le mettre en prière et me soutenir. Je veillerai à ce que les succès passés du Ghana soient possibles de se réaliser de nouveau. Premièrement, il faut construire une très forte équipe nationale A et B. Deuxièmement, c'est de se qualifier pour l'AFCON 2019. Troisièmement, c'est de gagner l'AFCON 2019 et d'envoyer M. Appiah devrait faire son possible pour qualifier les Black Stars pour la Coupe du Monde 2018. L'objectif est réaliste. Si vous amenez quelqu'un qui a déjà fait partie de l'équipe, il est toujours bien pour la personne de savoir clairement que gagner la Coupe d'Afrique des Nations est cette fois faisable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.